L'éthique de la permaculture, c'est prendre soin de la terre et prendre soin des hommes. Ben, ça tombe bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la permaculture? Eh bien, c'est une... on va avancer le PowerPoint. C'est une boîte à outils pour organiser un système qui soit écologiquement durable, ça tombe bien, socialement équitable, c'est quand même important, et économiquement viable. Alors, ces grands principes d'organisation peuvent s'appliquer bien sûr à l'agriculture, au maraîchage et au jardinage, et donc aux soins donnés à la terre et à notre alimentation, mais aussi à bien d'autres domaines. Je vous invite à regarder la fleur de la permaculture. Et donc, vous voyez que cette philosophie englobe des domaines comme l'économie, l'éducation, l'habitat, et que ça cible aussi bien des familles, l'école, une entreprise, un village, des villes, pourquoi pas des pays, carrément, on peut rêver. Et en fait, c'est ça qui me passionne, c'est ce fait que ce soit si large, et c'est ça qui donne vraiment du sens à ce que je m'investisse tellement dans la permaculture et que ça me fait tellement plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un modèle qui s'étend un peu partout dans le monde. Il suffit de regarder sur Internet. Des projets éclosent partout. Et si vous regardez les photos, il y en a chacune plus belle que les autres sur ces réalisations. Alors, un petit retour en arrière. Historiquement, donc, dans les années 70, deux Australiens, Bill Mollison et David Holmgren, ont réfléchi ont pris conscience qu'il y avait pas mal de crises présentes ou à venir, bon, qu'elles soient écologiques, économiques, sociales, sociétales, j'en passe et des meilleures. Et donc, ils étaient un peu inquiets pour l'avenir de l'humanité. Ils ont aussi observé que, contrairement à nous, la forêt, elle est durable depuis des millions d'années. Et que finalement, ils se sont inspirés de cette organisation écosystémique du vivant pour, et en combinant ces savoirs anciens et les connaissances très pointues d'aujourd'hui, merci à Monsieur Dujardin, eh bien, ils nous invitent à oser autre chose. Par exemple, ce que vous voyez là. C'est vraiment oser autre chose, c'est rechercher le système le plus respectueux, efficace, productif, avec un minimum d'énergie, un minimum de dépenses, un minimum d'intrants, et avec la meilleure réussite possible pour un épanouissement de l'être humain et du vivant en général. C'est un beau programme, non ? Alors, je vous rappelle qu'une telle approche ne concerne pas que l'agriculture, mais bien toutes les facettes de la vie. Mais maintenant, je vais vous parler des grands principes de la permaculture, et qui sont ici. Enfin, c'est comme ça que moi, je les énonce et qui m'aident à avancer dans la vie. Et je vais vous donner un exemple pour chacun d'eux, avec des photos qui sortent de mon jardin et de mon expérience donc personnelle par rapport à la nature. Alors, le premier, respecter tous les êtres vivants, hommes, animaux, végétaux. Bien voilà, de nouveau, merci à Monsieur Dujardin de nous avoir parlé de toute cette faune du sous-sol qu'on connaissait si mal, les micro-organismes, les bactéries, les champignons, mais aussi toutes ces petites bêtes charmantes que j'ai amenées avec moi. Comme ça, vous vous en souvenez. Ce sont nos amis. C'est eux qui font que le sol est si riche, si fertile, et que donc on n'a pas besoin de mettre des engrais chimiques. Ils font tout le travail pour nous et ils le font gratuitement. N'oublions pas, c'est quand même important. Voilà, alors, deuxième principe, observer toutes les relations qui existent entre les êtres vivants et encourager ces symbioses. Là aussi, on revient à ce que M. Dujardin nous a dit précédemment. Et je vais vous donner un autre exemple. Voilà, ici, il y a un schéma qui a été fait par Franck Natier, qui est un super permaculteur français qui donne de magnifiques formations. Et donc voilà, c'est une proposition de faire une haie fruitière et potagère en synergie où tous les éléments s'enrichissent les uns les autres. Au pied de la vigne, on met des herbes aromatiques qui vont empêcher les maladies. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai que 10 minutes, c'est pas beaucoup. Mais voilà, on peut en reparler plus tard.
Et puis alors il y a aussi, par exemple ici dans mon jardin, ben voilà, en permaculture on invite à semer et à planter de façon très 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 serrée et en mélangeant les variétés, donc en faisant de l'association. Et donc ça permet d'éviter les maladies et les ravageurs parce que par exemple les odeurs, les arômes de certaines plantes font fuir les ravageurs. Le fait que ce soit très dense fait que la terre ne souffre pas d'un excès de chaleur ou d'humidité ou de sécheresse. Et donc voilà, ce sont des systèmes qui sont merveilleusement productifs et qui n'ont pas besoin de chimie. Alors, autre principe, être sobre en énergie, qu'elle soit musculaire, fossile ou financière. Et donc, par exemple, ici, c'est un exemple qui vient de ma serre. Eh bien, une bonne façon d'utiliser l'énergie, c'est évidemment l'énergie solaire. Et dans une serre, ça permet de cultiver des légumes en primeur, beaucoup plus tôt que les autres, ou bien de faire grossir des magnifiques tomates et même des potirons beaucoup plus vite. Point de vue énergie financière, eh bien, l'argent peut aussi être remplacé par le partage, le don, l'échange ou les ateliers participatifs, comme ici la création d'une butte de permaculture en équipe. C'est beaucoup plus drôle. Voilà. Alors, quatrième principe, faire de chaque déchet une ressource et donc encourager l'économie circulaire. Par exemple, chez moi, toutes les tailles de jardin, tous mes déchets de cuisine sont compostés pour devenir, quelques mois plus tard, un magnifique humus qui sera ensuite déposé sur la terre pour en augmenter la fertilité. Pas besoin d'engrais chimiques, pas besoin de dépenser de l'argent. Et enfin, grâce à tous ces principes, le dernier, créer l'abondance et partager les surplus. Et ici, je vous montre quelques petites photos des récoltes de la saison. Alors, la nature est généreuse et saine si elle est respectée. Et c'est ça le miracle de la vie, comme ne cesse de le répéter notre ami Pierre Rabhi. Donc, fini la peur de manquer, il y a assez à manger pour tout le monde, et donc nous pouvons partager joyeusement et créer plus de liens avec notre communauté. Alors, maintenant, je vais vous parler de la ferme du Bec-et-Loing, qui est en Normandie une fameuse micro-ferme biologique qui est l'exemple le plus abouti de la permaculture. Elle a été créée en 2004 par Perrine et Charles Hervé Gruyé, qui n'avaient à l'époque aucune notion d'agriculture. C'est très important à retenir. Ils étaient simplement soucieux d'une vie saine à la campagne avec des bons légumes du potager. Donc ça, c'est par exemple l'abbaye du Bec-et-Loing. Et donc vous voyez qu'il y a des terres cultivées avec de la traction animale. Ils ont donc quelques hectares dans lesquels il y a un bois, beaucoup de mares, et une forêt nourricière, du maraîchage. Sur 4500 mètres carrés, il y a du maraîchage. Mais tous ces microsystèmes mis les uns à côté des autres permettent d'augmenter par 10 les rendements. Alors vous vous souvenez que M. Dujardin a dit qu'il fallait produire plus, mais surtout produire mieux aussi. Et donc voilà ici un petit texte que je vous laisse lire et qui indique quelques notions techniques de la ferme. Et donc vous imaginez bien que les visiteurs affluent de partout pour voir, pour comprendre et pour se former. J'y ai moi-même été plusieurs fois. Et la ministre de l'Agriculture du Brésil a même fait le voyage pour voir de ses propres yeux et ramener toutes ces belles techniques dans son pays. Alors, vous connaissez cette phrase « small is beautiful ». Et en effet, la permaculture, ça s'exerce sur des petites surfaces, avec des outils manuels ou la traction animale. Ici, on voit Charles Hervé Gruyé avec ses outils. C'est des petites tailles, tout est en association très très dense. L'avantage de cette petite surface, c'est de s'envisager partout et surtout dans les villes ou en périphérie urbaine. Et c'est vraiment là qu'est l'intérêt et l'urgence de faire une agriculture urbaine qui soit proche des consommateurs. Moins d'intermédiaires, moins de transport, moins de logistique, des produits sains, beaucoup d'emplois à la clé.
Ces petits systèmes agricoles rejoignent l'agriculture familiale traditionnelle, mais avec les connaissances scientifiques du XXIe siècle. On l'a vu précédemment. En produisant autant qu'avant, mais plus sainement, et à la fois pour notre santé, et à la fois pour la terre, et sur 10 fois moins de surface. Et donc, on réduit considérablement la pression foncière et environnementale. Alors, vous savez peut-être, là c'est un petit exemple intéressant, c'est des couches chaudes à partir de fumier frais sur lesquelles sont mis des semis de jeunes légumes primeurs comme des épinards, des radis, des salades. Voilà, c'est bon, c'est fini presque. Je passe au suivant. Hop. Non, non, c'est pas fini. 2015 a été proclamée l'année des sols. Ils sont en danger à cause de tout ceci. Et donc, le taux actuel de dégradation des sols menace notre capacité de répondre aux besoins des générations futures, c'est-à-dire d'un système alimentaire productif et vraiment nourricier, d'un environnement sain et d'une vie sociale équitable et pleine de sens et de joie. Et c'est ce que la permaculture propose, avec plein de promesses. Je vous remercie.